Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays? Qui n'a jamais entendu parler d'un village fantôme, d'un château à la tragique destinée, ou encore de lieux hantés, voire possédés par le démon? Notre pays regorge de ces endroits à la funeste destinée, qui sont devenus des lieux maudits à force de croyances populaires. Entre réalité historique et légende, le mystère demeure pour ces lieux qui ont traversé des épisodes tragiques et parfois mérité leur mauvaise réputation. Nous partirons à la découverte de sites étonnants qui, malgré leur grande beauté, cachent de lourds secrets et sur lesquels la malédiction s'est abattue. Dans le Périgord noir, un étrange château fait revivre la terrible légende du bouc de Reignac. Il est vraiment terrifiant. À la pointe de la Bretagne, vous constaterez que les déferlantes peuvent rendre fou. Si je devais en parler à quelqu'un et le présenter très rapidement, je pense que je dirais la même chose qu'on a toujours dit depuis 150 ans maintenant. Tevennec, c'est l'enfer. Au cœur des Cévennes, des avions s'écrasent sans raison, des crashs totalement inexplicables. À Loudun, le diable s'invite pour posséder les nonnes d'un couvent. Il se raconte qu'on voit des diables voler dans les rues. Au XIIe siècle, une reine jette un sort à Rocca-Sparviera et le village n'est plus qu'une ruine. Partout en France, de l'arrière-pays niçois à la pointe de la Bretagne, la malédiction résonne dans les cours des châteaux, aux portes d'édifices publics ou encore au sommet d'un mont déserté. À chaque fois, elle prend un nouveau visage. Folie meurtrière, possession démoniaque, cupidité démesurée, envoûtement, sortilège, et dans tous les cas, le sublime côtoie le sordide, le beau tutoie l'effrayant. Si vous croyez tout savoir de ces monuments incontournables, si vous pensez tout connaître de l'histoire de ces villages, venez découvrir la face cachée de ces lieux qui ont en eux cette part de mystère qui les rend si différents des autres. Entre répulsion et attirance, découvrons ensemble la France maudite. La Dordogne regorge de merveilles troglodytiques qui se cachent à flanc de falaise. Grottes, maisons ou châteaux sont autant de trésors à demi enfouis et protégés par la pierre. Mais il arrive parfois que la beauté d'un lieu cache de lourds secrets, que son attirance nous plonge dans un monde aux contours plus noirs, voire effrayants. La maison forte de Reignac en est un exemple particulièrement troublant. C'est un lieu qui est à la fois sinistre, mais qui en même temps dégage une chaleur humaine que je n'ai pas connue en fait dans certains autres lieux troglodytes. Construite au début du Moyen-Âge, cette demeure restée intacte ne laisse personne indifférent. Elle fascine et vous plonge immédiatement dans un univers sombre et envoûtant. Tout m'a parlé, la pierre, les ancêtres, les personnages. Cette maison a pris vie dans mon imaginaire. Par rapport aux autres lieux troglodytes, en fait, cette maison est habitée par des fantômes, des âmes, des esprits. La maison forte de Reignac serait-elle un château hanté? On sent qu'il y a des présences ici qui sont parfois aussi maléfiques. Et que dire de cet inquiétant personnage, indissociable de cette période troublée? À cette époque-là, le seigneur des lieux, qui était le seigneur de Reignac et qui était censé protéger toute la région, était un personnage peu recommandable. Celui que l'on surnomme le bouc de Reignac serait-il à l'origine de la malédiction? Toujours est-il que la maison semble marquée à tout jamais par les crimes de l'époque.
Là, il y a une force, il y a vraiment une présence maléfique. Je me suis sentie tout de suite oppressée dans cette petite pièce. Et j'ai bien compris qu'il s'était passé des choses pas très catholiques. Pour répondre à toutes ces questions, il faut remonter au début du XIIe siècle. En ces temps obscurs, la région est brusquement le théâtre de faits divers à répétition. On raconte même qu'un brigand vêtu de peau de bête détrousse les voyageurs qui traversent la vallée de la Vézère. Dans le même temps, des ecclésiastiques sont assassinés sans raison et de jeunes bergères disparaissent curieusement. Aucun lien apparent entre ces événements, sauf qu'ils correspondent tous à l'arrivée d'un nouveau seigneur à Reignac. Il s'appelait Jacquemet de Reignac. Jacquemet de Reignac va être écuyer aux écuries de Montignac. Puis, il a été pressé par son père pour partir à la première croisade. Quelques années plus tard, à la mort de son père, ici à la maison forte de Reignac, il revient et il commence à organiser la police. Et c'est cet homme au caractère dur, marqué par les croisades et ses longues années passées dans les geôles turques, c'est cet homme intransigeant qui prend les rênes de la région et ne perd pas une occasion de montrer son pouvoir et sa cruauté. Il torture et exécute comme bon lui semble. Tout à fait officiellement, il a fait pendre une douzaine de juifs qui avaient accordé des prêts usuriers aux catholiques, ce qui était interdit. Tout puissant, il fait régner sa loi, installant la terreur partout où il passe. Malgré cela, les meurtres et les disparitions se poursuivent. Le pouvoir de Sarlat va lui dire faites une enquête. L'enquête dure 1 an, on ne trouve rien. Alors, en haut lieu, on s'interroge. Le bouc de Reignac ferait-il durer les choses et quel serait son intérêt ? Le doute s'installe, et pour cause, l'homme qui se cache derrière toutes ces atrocités n'est autre que le seigneur de Reignac lui-même. C'est parce qu'il était le seigneur de cette maison, qu'il était le seigneur de la région, qu'il a pu abuser de ses prérogatives et de son pouvoir. Craint par les habitants, il l'était encore davantage de ses domestiques. Égocentrique et pervers, il exerçait un droit de cuissage sur les jeunes femmes de la maison afin de satisfaire ses besoins les plus primaires. C'est quelqu'un qui est encore plus abominable que ça. Il envoyait ses chevaliers chercher des jeunes femmes, repérer des jeunes femmes, et ensuite il les choisissait, il les amenait dans sa chambre à l'étage, une chambre de 4 mètres carrés, et il l'enfermait là-dedans. Et voilà, je ne vous raconte pas la suite, mais après c'était terminé pour la jeune femme. Il est vraiment terrifiant. C'est donc un monstre qui règne sur la maison forte. Mais qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi ? Le traumatisme des croisades ? Peu crédible. Fils adoptif du seigneur précédent, le bouc cache en réalité un lourd secret sur ses origines. Le bouc de Reignac avait été le fruit d'un viol. Sa mère avait été violée, paraît-il, par un ecclésiastique. Et il avait été élevé un peu dans la haine de la religion. Et ceci explique sûrement son dernier meurtre. En effet, avant de partir rejoindre sa femme restée en Sicile, il s'acharne et récidive, comme s'il voulait une dernière fois provoquer l'autorité de Périgueux qui commence à le soupçonner. À Périgueux, il assassine le second de l'évêque. Déviant et démoniaque, le bouc l'était assurément. Mais la maison forte n'a-t-elle pas renforcé la folie de cet homme assoiffé de sang et de sexe ? Cette toute-puissance qu'il exerçait, elle est magnifiée par ce lieu qui est surpuissant. En effet, la maison forte de Reignac n'a rien perdu de sa puissance au fil des siècles. Et les visiteurs peuvent encore la ressentir aujourd'hui. C'est un lieu fascinant, donc quand on arrive, on est attiré par ce lieu, par cette puissance, c'est très haut. Ça domine toute la vallée de la Vézère, donc c'est dans un écrin minéral, c'est vraiment fantastique. Déjà, quand on arrive, on a une vision globale qui est magnifique. On se sent tout petit. Il y a vraiment une maison, une façade. D'emblée, Reignac s'impose et n'a pas fini de nous surprendre. On a l'impression d'arriver quelque part
Et en fait, on est surpris parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus vaste et beaucoup plus magique et large que tout ce qu'on a pu imaginer. Et en plus, bon, les cheminées, il y a des feux qui crépitent dans toutes les cheminées, donc il y a la fumée, et ça prend vie, ça prend vie. Car Reignac a connu aussi des périodes plus douces et plus tranquilles. Et l'évolution perpétuelle de la demeure en est bien la preuve. D'abord en bois, puis en torchis, elle sera fortifiée pendant la guerre de 100 ans. La fin de la guerre marque une nouvelle ère pour la maison. On ouvre les belles fenêtres à meneaux qui sont dans la façade. On aère. On va dire que la lumière rentre dans l'esprit des gens ainsi que dans les maisons. Voilà. Et on va vivre paisiblement, enfin, dans ces lieux. Après le passage du bouc, la période sombre est révolue. Toutefois, les sensations demeurent et les esprits maléfiques prennent possession des lieux. Il y a cette sensation d'oppression qu'on ressent dans toutes les pièces parce que ce sont des petites pièces et puis elles sont chargées aussi, il y a beaucoup de meubles. L'atmosphère reste pesante et certains endroits ont gardé l'effrayante empreinte du bouc de Reignac. Le cachot avec les menottes à l'intérieur et cette humidité presque de moisissure. On se met à la place des personnages qui ont été emprisonnés là-dedans et qui ne recevaient qu'un petit quignon de pain par le passe-plat en chicane ou un petit bol d'eau. Et c'est vrai que c'est terrifiant, c'est terrifiant. Si le bouc est resté dans la légende, il n'est pas le seul occupant des lieux à avoir marqué l'histoire de Reignac. Il y a aussi l'alchimiste qui était Léopold de Bonaventure, qui a sa grotte sur la terrasse supérieure, qui s'est adonné à des expériences qui auraient pu le conduire au bûcher à l'époque, hein. Donc il devait se cacher. Reignac offre en effet la discrétion et la tranquillité, permettant de cacher les activités suspectes, voire interdites. On dit alors que la maison forte aurait abrité les pratiques hérétiques de Léopold. Il est question de magie noire et de sorcellerie. Il est inspiré par les chamans de la préhistoire. Donc lui-même communiquait avec l'au-delà. Il a fabriqué aussi un élixir de vie éternelle. Meurtre, viol, torture et plus tard sorcellerie, tous les ingrédients sont là pour faire de la maison un lieu maudit, voire hanté. C'est évident, oui. Par exemple, derrière la grille des oubliettes se trouve le chevalier au masque de fer. Et le chevalier au masque de fer, tout de suite, on sent qu'il est habité par une âme. Nombreux sont les visiteurs qui disent ressentir les esprits occupant encore les lieux. Mais au-delà de cette impression, certains ont pu constater des manifestations beaucoup plus concrètes et troublantes. C'était de nuit, donc l'électricité était coupée, on était dans le noir total et on utilise des caméras avec des capteurs infrarouges. Donc on n'a pas de flash, on est vraiment dans l'infrarouge, il n'y a aucune lumière. On a eu quelque chose qui est sorti, on va dire, du plafond, par là, et qui s'est avancé vers la caméra et qui est remonté avec des petites pulsations, on dirait une petite méduse. Et ça, c'était la première observation qui nous a mis la puce à l'oreille que peut-être il pouvait y avoir autre chose. Autre chose ou quelqu'un d'autre? Car au-delà des manifestations visuelles, des phénomènes beaucoup plus troublants ont pu être enregistrés. On a capté des phénomènes de voix électroniques, ce qu'on appelle les PVE. Elle vous plaise pas les deux salles qu'il y a dans votre pièce? On était dans la salle des tortures, sur la salle de reproduction, et donc on a demandé de donner le nom d'un des membres du groupe. Et là, il est sorti Christian, et Christian, c'est moi. Et donc ça fait froid dans le dos, pourquoi moi? Mais à qui appartiennent vraiment ces voix venues d'ailleurs? Le bouc de Reignac serait-il de retour dans sa demeure? Et pour y faire quoi? Dire que c'est la voix du bouc, que c'est la voix d'une de ses victimes ou d'une autre entité qui habiterait le lieu, c'est difficile de l'affirmer. On pourrait tenter de dire que quand on est dans une pièce et que ça se passe dans cette pièce, c'est attaché à la personne qui vivait là. Les murs de la maison forte recèlent encore bien des secrets. En arpentant les pièces de ce château vraiment pas comme les autres, vous pourrez vérifier combien le lieu est encore imprégné de la néfaste influence de ce propriétaire maléfique. Mais il arrive que ce soit le lieu lui-même qui fasse basculer la vie de leurs occupants. Nombreux sont ceux qui ont péri en luttant contre les funestes courants marins de cette partie du territoire mieux connue pour ses paysages à couper le souffle que pour ses sombres légendes. Nous sommes à l'extrême ouest de la Bretagne, dans le Finistère, en face de la baie des Trépassés.
C'est là, à quelques encablures de la côte, coincée entre la pointe du Raz et la pointe du Vent, que se dresse Thévenec. S'il a été construit pour sauver des vies, ce phare serait pourtant le dernier épisode d'une bien curieuse malédiction. Si je devais en parler à quelqu'un et le présenter très rapidement, je pense que je dirais la même chose qu'on a toujours dit depuis 150 ans maintenant. Thévenec, c'est l'enfer. C'est le début du continent pour les Bretons ici, vu de la mer. Vu des terriens, on est à l'extrême bout de tout. Et au-delà, c'est l'inconnu du large, c'est la grande mer après. Au bout du continent, Thévenec se dresse comme un ultime rempart. Le franchir pourrait se révéler dangereux, et cela tout le monde le sait depuis toujours. Les roches qui constituent Thévenec sont parmi les roches les plus anciennes de France. On remonte au tout début de l'ère primaire. Parce qu'en fait, ce caillou-là qui émerge, comme ici un peu au nord, la pointe du Vent, ce sont des anciens morceaux du massif hercynien, mais on remonte à 600-700 millions d'années. Cet îlot perdu, à quelques brassées seulement de la côte, impressionne même les plus courageux. Quand on arrive à Thévenec, on est surpris par l'ambiance. On se sent observé, c'est pas le mot, mais on est dans une ambiance particulière. On n'est pas sur un simple caillou. Au pied du rocher, la roche est noire déjà, donc naturellement noire. Donc on est au pied de cette grande roche noire. Il y a la petite chapelle, le feu, la maison feu qui est au sommet, mais on l'imagine sans cela. Et c'est un lieu tout à fait hostile parce que les roches sont en pointe, ça émerge de partout, les courants traversent tout cela dans le bruit des déferlantes quand il y en a, ou rien que le bruit du courant. Autour de ce piton rocheux, le danger est partout. Et les marins qui s'en sont approchés l'ont découvert, le plus souvent au péril de leur vie. On ne les a pas comptabilisés, mais combien qu'il y a eu de naufrages dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge et tout ça, on ne sait pas. On est dans l'endroit le plus dangereux qui soit au point de vue navigation dans l'Europe de l'Ouest. C'est mondialement connu, la pointe du Raz, le Raz, etc. Les marins disaient traditionnellement ici dans la région, prends garde au Thévenec, c'est-à-dire ne t'approche pas. Beaucoup de gens n'auraient jamais osé aller sur Thévenec. Le grand problème de navigation dans ce secteur-là, c'est que la marée montante vient du sud et va vers le nord, et la marée descendante fait le contraire. Donc autrefois, quelqu'un qui tombe en panne de vent ou qui est dans la brume, qui ne sait pas trop où il est, au milieu du Raz, nécessairement il finit sur Thévenec. Pouvoir se repérer dans cette zone particulièrement dangereuse est évidemment une nécessité. La construction d'un phare s'impose. Mais dès les premiers coups de pioche, les rumeurs les plus sombres courent et vont renforcer la légende de ce lieu, décidément pas comme les autres. Lorsque l'État a voulu construire le phare sur Thévenec, tout le monde a dit « on ne touche pas à Thévenec, c'est un rocher sacré ». Vous savez, en France, il y a des lieux comme ça extraordinaires où les courants telluriques, les zones magnétiques, tout converge pour faire des nœuds ou des endroits plus forts, chargés comme on dit. Et probablement Thévenec, c'est le cas. Pendant toute la construction, il y a eu énormément de problèmes. Les ouvriers étaient épouvantés. La nuit, ils entendaient des bruits, des cris, des plaintes. Ils voyaient même des gens, genre de spectres qui allaient par-ci, par-là. Alors, quelle est la vraie nature de ce piton rocheux? Et le phare de Thévenec aurait-il été construit sur un lieu hanté? Les légendes disaient qu'avant de rejoindre l'île de Sein ou aller, disons, les âmes, ils faisaient escale, disons, à Thévenec. Donc dans la mémoire populaire, Thévenec est toujours resté un peu, dans les légendes, un endroit, disons, un peu particulier, des revenants. C'était le lieu où séjournait ce qu'on appelle l'encou, en breton, l'encou maritime, c'est-à-dire en fait la représentation de la mort. Selon la légende, l'encou profite de la nuit pour naviguer sur une frêle embarcation dans le Raz de Sein. Armé d'une faux, ce serviteur de la mort serait chargé d'emmener les âmes des trépassés vers l'au-delà. Une bonne raison pour ne pas s'approcher de la zone et de Thévenec en particulier. Croiser l'encou a toujours été de très mauvais augure. Celui qui voyait l'encou peut-être un soir dans le Raz de Sein était sûr de mourir dans l'année. Est-ce que les gardiens du phare avaient cette légende en tête pendant les premières nuits passées à Thévenec?
Toujours est-il qu'il ne tenait pas le coup très longtemps. Pas moins de 25 gardiens en une trentaine d'années. Était-il impressionné par la légende de l'Ankou? Un des gardiens avait toujours l'impression d'entendre « kerskuit, kerskuit », ce qui veut dire en breton « va-t'en, va-t'en ». Il est sorti et il n'a trouvé personne en fin de compte, mais il était persuadé que quelqu'un l'appelait. Ces gardiens représentaient-ils une gêne? Prenaient-ils la place des revenants sur le piton rocheux? Il y avait une légende qui disait qu'il y avait un marin naufragé qui était mort de faim sur Thévenec et que même on voyait la trace où ce marin était mort. Dans le phare, les drames se multiplient. L'un des gardiens voit son père enlevé par une lame de fond. Un autre encore est retrouvé mort dans son lit sans raison apparente. Le problème, quand il y a eu toutes ces affaires avec les gardiens, ils avaient décidé de demander à un prêtre de venir bénir l'île. Par la même occasion, ils avaient donc monté une croix pour chasser les démons. Mettre fin à cette saga funèbre devient vite une nécessité. Et tous les moyens sont bons. Un curé exorciste est convoqué sur le rocher pour tenter d'éloigner le malin. Peine perdue. Quelques mois plus tard, un gardien en prise à de sévères hallucinations croit trinquer avec un fantôme. On est au 19e siècle pour les gardiens, à la fin du 19e. Bon, à cette période-là, superstition, religion, méconnaissance d'un certain nombre de choses, tout ça se mélange dans un certain obscurantisme entre guillemets. Et c'est pour cela que le phare est automatisé en 1910 et que depuis plus personne n'y a séjourné. Mais la légende de Thévenec tient bon et les terribles rumeurs courent toujours. Thévenec fait toujours partie des conversations, c'est toujours considéré comme un lieu particulier. Maudit peut-être un petit peu moins, mais bon, chez les anciens sûrement, et ça traîne forcément. Pour faire la lumière sur ces sombres affaires, on cherche évidemment des explications rationnelles. L'origine des voies d'outre-tombe a par exemple été découverte par des plongeurs dans les entrailles sous-marines de l'île. Ils se sont aperçus que Thévenec était traversé par un couloir. Quand il y avait des tempêtes, les vagues rentraient d'un côté de l'autre et faisaient un bruit épouvantable, un bruit de siphon. Les gens, avec leur imagination, croyaient que c'était des cris et ainsi de suite. Malgré cette explication, le mystère subsiste sur ces phénomènes étranges. Une seule chose est sûre aujourd'hui, depuis que ce phare existe, il n'y a plus de naufrage. Thévenec, d'une certaine façon, c'est une malédiction séculaire. Enfin, les lieux sont une malédiction séculaire, mais qu'évidemment, le phare est une bénédiction pour tous les navigateurs depuis 140 ans. L'hostilité et l'isolement font réellement de Thévenec un lieu unique, qui cristallise à lui seul toutes sortes de croyances populaires. Mais selon les cas, la malédiction peut prendre des formes bien différentes. Partout en France, les lieux maudits gardent jalousement leurs secrets. Alors, quand des crashs d'avions se multiplient, peut-on dire pour autant que la malédiction a frappé toute une partie des Cévennes? Ailleurs, le diable s'en mêle, et en 1632, le couvent des Ursulines de Loudun devient le théâtre de bien curieux phénomènes de possession. Poursuivons ensemble cet étonnant voyage dans la France maudite. C'est dans le Périgord noir que se dressent les 4 murs d'un édifice jadis flamboyant. Comment ce joyau peut-il être à l'origine d'une saga aussi violente que meurtrière? Pourquoi cette demeure est-elle devenue l'enjeu d'une malédiction où se mêlent cupidité et jalousie? Nous sommes à quelques kilomètres de Périgueux, au beau milieu de la forêt de Barade. Évidemment, tous ces meurtres, tous ces crimes, Jacou, il se passe énormément de choses. Mais finalement, c'est ce qui fait la force du lieu. Entre magie et effroi, le château de Lerme ne laisse personne indifférent. Je rencontre des gens qui me disent ressentir des ondes terribles. Quand je dis je vais au château de Lerme, on me dit quelle horreur. Il y a un contraste entre la noirceur de l'âme humaine et la beauté du lieu. C'est un lieu qui est magique et les gens y sont sensibles. C'est au XVIIe siècle que tout se joue. Un mariage forcé avec un arriviste est peut-être à l'origine d'une guerre sanglante entre 2 familles. La conséquence, non seulement des meurtres, mais je dirais même des malversations, c'est une histoire de rapacité familiale, a conduit à la ruine du château. Oui. Le premier meurtre est-il la cause de tout? Ou est-ce le château qui exerce un pouvoir maléfique sur ses occupants ou ses prétendants?
quels sont les véritables enjeux qui se trament autour de cet édifice? Pour mieux comprendre le mystère de cette folie meurtrière qui s'abat sur ces lieux, il faut remonter à l'époque de sa construction. Jean de Calvimont, riche notable de Bordeaux, vient d'accéder à la noblesse en acquérant la seigneurie de Lermes. Il se lance alors avec son fils dans la construction d'un château digne de leur nouveau rang. Il avait fait une ascension fulgurante, il possède une richesse extraordinaire pour l'époque. Et donc en ayant financé le mariage de la fille du comte du Périgord, il accède enfin à ce statut tant envié de la noblesse. Il a les moyens financiers de réaliser son rêve, qui est un château qui sort de l'ordinaire en Périgord. En 20 ans à peine, ils vont bâtir un château à la hauteur de leurs ambitions. Mais ils ne prêtent aucune attention à une superstition qui recommande de ne pas construire sur les vestiges d'un château. Ils n'en font qu'à leur tête et vont ériger l'un des plus beaux châteaux de Dordogne, sur des ruines. Lermes se caractérise par des éléments architecturaux remarquables, en particulier l'escalier en vis qui mesure 5 mètres de diamètre et avec un noyau central torsadé. C'est l'exemplaire unique en Périgord et qui se termine donc par une gerbe ou un palmier de pierre travaillé avec des nervures principales et des nervures secondaires. Les Calvimont affichent leur richesse sans vergogne. Ils flirtent avec l'ostentatoire. On compare alors l'édifice au château de la Loire. Très vite, il suscite jalousie et convoitise. Les cheminées occupent tout le refend d'un mur, tout un panneau entier d'un refend, ce qui est relativement rare aussi. Elles sont armoriées aux armoiries des Calvimont. Et puis donc la porte d'entrée et le perron avec les 6 marches montrent le faste de cette famille. Les Calvimont savent-ils que cette arrogance, ce désir de paraître, ce désir d'être unique, sera à l'origine de la tragique disparition de leur arrière-petite-fille? Il se met au-dessus de la moyenne et la famille aura un destin tragique. Ils sont montés aussi haut qu'ils sont descendus aussi bas, finalement. C'est donc avec Marguerite, l'arrière-petite-fille du bâtisseur, que cette ascension familiale va brutalement s'arrêter. Unique héritière directe de Jean de Calvimont, elle se retrouve très jeune, à la tête d'une immense fortune, et cela ne va pas lui porter chance. Sur la tête de Marguerite était inscrit déjà une destinée pas facile. Le père de Marguerite est mort, sa mère Anne d'Abzac se remarie avec un personnage qui s'appelle Foucault de Busson, qui lui-même amène son fils, qui s'appelle François, et qui destine à la petite Marguerite les accordailles, comme on disait. Donc se sont faites, Marguerite avait 4 ans à ce moment-là. Ces accordailles stipulent les termes d'un mariage arrangé qui va sceller le destin de la jeune fille. Son époux, le jeune François, n'a qu'une obsession, briller autant que sa richissime épouse, la dame de Lermes. Pour devenir seigneur, il doit lui aussi posséder des terres. Il emprunte donc tout naturellement à son épouse. C'est un personnage qu'on connaît par ailleurs assez bien grâce aux documents qui avait acheté beaucoup de biens qu'il ne pouvait pas financer. Immature et obstiné, François veut asseoir son rang et son autorité. En accumulant les dettes auprès de sa femme, il va se retrouver dos au mur. C'était un personnage assez prétentieux, même très prétentieux, qui avait décidé d'acheter la seigneurie de Rouffignac, c'est-à-dire la paroisse à côté, c'est-à-dire quelque chose d'important. Et il avait signé une reconnaissance de dette à son épouse pour faire cet achat. Face à cette situation difficile, il trouve une macabre solution. Faire disparaître son épouse, c'était faire disparaître la dette. Funeste projet. Mais est-ce bien l'idée de François? Sa maîtresse, Marie de Hautefort, n'y aurait-elle pas songé la première? Personne ne le sait, mais l'ombre de la mort plane déjà sur les frêles épaules de Marguerite. En 1605, il a décidé de la constituer prisonnière, ce qui était quelque chose d'assez classique, si on peut dire à l'époque. Et elle était enfermée dans la petite pièce qui est dans la tour tout au fond. Elle était enfermée là-bas pendant 3 jours. Et le 3e jour, elle a été étranglée par les hommes de main de son mari, François d'Aubusson. François devient le maître. Il s'empare des biens de son épouse, à commencer bien entendu par le château. Les Calvimont n'entendent pas se laisser faire, et c'est en convoquant la justice qu'ils tenteront de se venger. Mais se venger de quoi? La mort tragique de leur parente?
ou le vol de ce si précieux château. Il y a eu des procès à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, etc. Et finalement, François d'Aubusson était condamné à mort. Il était condamné, lui et ses complices, à avoir les 4 membres tranchés et la tête aussi. Les Calvimont ont à peine le temps de fêter la victoire que François s'échappe de prison. Au nez et à la barbe des autorités, il parvient à regagner son fief de Lerme. Il poursuit sa vie comme si de rien n'était et épouse naturellement sa maîtresse. François d'Aubusson s'est remarié l'année après le meurtre. Il a épousé une représentante de la vieille aristocratie locale. Marie d'Hautefort était une femme à un caractère incroyablement fort, presque dément. Réputée machiavélique, cette aristocrate n'était pas la dernière à vouloir humilier les parvenus. Aurait-elle pu influencer François et le pousser à se débarrasser de sa femme ? Rien en tout cas ne les empêche de s'installer au château et de narguer la justice royale pendant plus de 10 ans. Au bout de plusieurs années, François d'Aubusson a voulu demander une grâce royale. Pour cela, il fallait, c'était la loi, se constituer prisonnier. Il a été prisonnier au Châtelet à Paris. Il a subi la question, entendez la torture, et il est mort une 20aine de jours après. Le destin a finalement rattrapé François. Pour la justice, le château de Lerme appartient toujours à la famille Calvimont. Mais Marie n'a pas l'intention de quitter les lieux. Elle ne recule devant rien pour garder ce bien très mal acquis. Elle a fait du mieux qu'elle a pu à son époque pour garder son rang. Elle s'est battue avec ses outils pour, jusqu'à des meurtres, soyons clairs. Marie semble avoir un but, une obscure mission. Est-elle le bras armé de la malédiction ? Elle a éliminé physiquement les ennemis. C'est-à-dire qu'elle a tendu avec des membres de sa famille un guet-apens dans lequel ont été tués 2 membres de la famille de Calvimont. Guet-apens dans la forêt, arquebusade, pour éliminer tous ces ayants droit Calvimont qui n'ont de cesse de revendiquer leur héritage sur le lieu. En tout, c'est une dizaine de meurtres qui se sont étalés dans les années 1630 à 1650. Les Calvimont entrent à leur tour dans ce jeu macabre. Ils assassinent le second époux et le fils de Marie. Cette attirance pour le château rendrait-il fou tous ceux qui s'en approchent ? Ces meurtres sont liés au besoin ou à la volonté de posséder ce château. Et quand on dit ce château, c'est ce château, cette terre, puisqu'il y avait quand même une surface importante avec des revenus fonciers agricoles, des droits de justice. De tous les habitants du château, Marie sera certainement la plus sensible à l'envoûtement maléfique que peut exercer l'édifice. Elle entretient avec cette magnifique demeure une relation passionnée et dévorante. J'ai une certaine admiration pour cette femme qui s'est battue envers et contre tous pour pouvoir garder ce lieu qu'elle aimait finalement, puisque autrement elle l'aurait vendu, elle serait partie. On peut se demander si ce n'est pas le château lui-même qui a fini par posséder Marie. La manipulatrice était-elle envoûtée par une obsession plus forte qu'elle ? Marie décède finalement en 1650. Mais la guerre des clans va se poursuivre pendant 2 générations. Et à ce moment-là, les Calvimont ont vraiment mis le paquet, si je peux dire. Et la justice a fait procéder à une adjudication. Le château a été vendu aux enchères. Et c'est à ce moment-là qu'une nièce de Marie d'Hautefort, qui était une très grande dame, qui s'appelait aussi Marie d'Hautefort, qui avait été la maîtresse platonique de Louis XIII et qu'on appelait l'Aurore, a racheté le château. Les Hautefort ont finalement obtenu gain de cause. Le château, ne représentant plus aucun enjeu de pouvoir, est définitivement abandonné par la famille qui le revendra au XIXe siècle. Si l'histoire de Lerme avait été linéaire comme dans les autres châteaux, avec des seigneurs successifs, des meubles, on aurait un château comme les autres châteaux, c'est-à-dire banal. Même en ruine, Lerme exerce toujours aujourd'hui un certain pouvoir, un mélange de curiosité et de répulsion. La perception de ces méfaits, de ce crime, de la série de crimes, fait que certaines personnes ressentent des ondes très négatives, paraît-il, ici. Il y a suffisamment d'éléments dans le château lui-même, les niveaux des planchers, les cheminées, les corbeaux qui supportaient les poutres, pour que les gens se forment leur imaginaire
Sa carcasse fantomatique et son histoire torturée ont d'ailleurs inspiré Eugène Leroy pour écrire Jacou le Croquant, un des romans les plus noirs et les plus populaires du XIXe siècle. On est tout à fait dans un cas de figure où la réalité, même de façon minime, a été la petite graine qui a donné naissance à une légende. Qu'elle arrache la vie de ses habitants ou qu'elle donne naissance à une fiction qui donne le frisson, la malédiction de l'Herme se répand bien au-delà de la forêt de Barade. Un avion d'Air Inter s'est abattu dans les monts du Forez. L'avion a tournoyé pendant quelques minutes avant de s'écraser au sol. Ce petit avion de tourisme s'est écrasé hier matin sur le mont Alambre. L'avion est le plus sûr moyen de voyager. Peut-être, mais pas dans cette région des Cévennes. Souvent comparée au triangle des Bermudes, cette partie de terre suscite incompréhension et fantasmes. Nous sommes dans le mystérieux triangle de la Burle. Ce qui est complètement atypique dans la région, c'est l'accumulation de crash et nous ramène à 3 zones au niveau mondial. Le triangle de la Burle, le triangle des Bermudes qui est le triangle on va dire le plus connu médiatiquement et un triangle aussi qui se trouve dans la mer du Japon. Moins connu, la Burle est pourtant tout aussi redoutable, sinon plus. En 90 ans, il y a eu à peu près 72 crashs d'avions, ce qui fait à peu près un crash d'avion par an. 72, autant sinon plus que dans le triangle des Bermudes. Une funeste comparaison à laquelle viennent s'ajouter des phénomènes inexpliqués et des disparitions mystérieuses. Alors, combien de secrets le triangle de la Burle nous cache-t-il encore ? Cette zone redoutée doit son nom à la Burle, un vent violent et imprévisible capable de souffler en toute saison. C'est un vent très dur qui tourbillonne et qui fait des congères très, très importantes en très peu de temps. Donc c'est un vent qui est très redouté des gens, on va dire des plateaux au-dessus du Puy-en-Velay. Mais à l'évidence, la musique de ce vent mauvais n'est pas la seule chose à redouter dans la région. Il faisait très beau, il y avait un ciel très dégagé, il n'y avait pas de burle, il n'y avait pas de tempête de neige. Nous suivions un moment le balai de plusieurs avions militaires qui faisaient des chassés-croisés d'une façon un peu anormale, un peu rapide. Nous sommes en 1964. Des avions de chasse de l'OTAN partent en exercice. Hélas, leur route croise l'énigmatique triangle ardéchois. Tous les habitants de la région les regardent passer, etc., parce qu'ils passent très bas. Et 2 se percutent au-dessus du Mézin. Pour les témoins, c'est la stupéfaction. Après la violence de l'impact, c'est la mort qui rôde. J'ai découvert le deuxième pilote, là tout près de la route qui descend à Chaudérolles, au bord de la route, attaché à son siège et à moitié enfoncé dans le sol. Ce jour-là, les conditions de vol sont bonnes. Du soleil, peu de vent, une grande visibilité. L'accident devient inexplicable. Comment des pilotes d'élite ont-ils pu se percuter ? On n'a pas compris pourquoi ce crash était produit à cet endroit-là. Et c'est un des crashs marquants du triangle de la Burle, parce qu'il y a eu beaucoup de témoins. Moi je pense que c'est une erreur de pilotage, à la fatalité. Fatalité, conspiration, tout est envisagé, y compris des forces obscures. Car cet accident spectaculaire vient s'ajouter à une incroyable liste de drames inexpliqués de 1928 jusqu'à aujourd'hui. L'un d'entre eux a une résonance toute particulière. Il y a eu le crash en 1948 de l'avion de Kathleen Cavendish Kennedy, la sœur de JFK. Ils se rendaient dans le sud de la France à Nice pour des vacances et leur petit avion en fait, s'est écrasé à Saint-Beauzire, ce qui a mis en avant le début de cette fameuse malédiction des Kennedy. Un fait troublant, suivi de 6 autres disparitions brutales dans la célèbre famille. Personnalité ou pas, la liste des victimes va inexorablement s'allonger. Les crashs vont se multiplier. 21 janvier 1971, un avion part de Paris et emmène 21 personnalités civiles et militaires au niveau du nucléaire. L'avion survole le triangle de la Burle et s'écrase au col de Mézillac en plein hiver avec 1 mètre de neige, enfin la catastrophe complète. L'état-major atomique français est décapité. Une atmosphère de secret entoure la zone du crash. Témoins et journalistes sont tenus à l'écart. La sûreté de l'État est en jeu. On cherche des documents top secrets.
Les gendarmes et l'armée sont venus, ont fait un périmètre pendant plusieurs jours qui a bloqué complètement tous les habitants des petits villages qui étaient dans cette zone pour rechercher ces fameux documents, rechercher les corps, les morceaux d'avion, etc. Ce qui a complètement marqué en fait, les habitants de cette zone, cette zone du triangle de la Burle. Aucun survivant parmi les 21 personnes présentes à bord. Le programme de dissuasion nucléaire est alors mis en péril, et ce en pleine guerre froide. Le mystère s'épaissit autour de ce triangle maudit et les crashs à répétition alimentent la rumeur. L'année suivante, les instruments d'un avion de ligne se dérèglent pour des raisons obscures. Il disparaît des écrans radars. 60 personnes vont périr. C'est l'accident le plus meurtrier de la zone. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je me suis dit, l'appareil ne tourne pas normalement. Il ne tourne pas normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré les tentatives d'explication, ce qui surprend le plus dans cette interminable succession de tragédies, c'est la zone plutôt restreinte où ont lieu les accidents. Nous sommes à peu près à 30 km d'une des pointes qui est le mont Pilat, qui se trouve derrière, tout à fait là-bas derrière les montagnes. L'autre pointe, c'est le Mézin, mais aujourd'hui il est couvert par la brume, c'est pas possible de voir. Et la troisième pointe, elle est derrière nous, c'est le bassin du Puy, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de distance. Aussi dangereux que le triangle des Bermudes, le triangle de la Burle est pourtant 1000 fois plus petit. Au niveau du survol aérien, c'est vrai que c'est petit au niveau du passage d'un avion. Grande ou petite, c'est aussi dans cette zone que 2 avions en perdition auraient totalement disparu sans que rien ni personne ne puisse jamais être récupéré. On a 2 crashs vraiment étonnants qui là révèlent vraiment tout le mystère du triangle de la Burle, ce qu'on a appelé les crashs de rien. Des témoignages de différentes personnes qui ne se connaissent pas convergent pour établir des faits troublants et réellement surprenants. Un avion s'est écrasé en 1980 et de nombreux témoins ont vu un avion avec un empennage rouge et blanc en feu s'écraser dans les bois du Mont d'Évèze. Il y a eu une colonne de fumée pendant plusieurs heures en pleine forêt. Ils ont mis très longtemps pour arriver sur les lieux, et quand ils sont arrivés sur les lieux, il n'y avait rien. Rien n'a été trouvé, ni débris d'avion, ni même les traces d'impact sur le sol. S'agirait-il d'hallucinations collectives, d'inventions pures et simples? Difficile à croire, d'autant plus que l'épisode se répète. Et la même chose s'est reproduite l'année d'après. Plein de gens ont vu un même avion avec un empennage rouge et blanc, qui ne tournait pas rond, qui avait des moteurs qui ne tournaient pas rond, et qui s'est écrasé en direction du Mont Mézin. 35 ans plus tard, ces crashs fantômes restent un mystère. Aucun avion n'a été déclaré disparu. Alors qu'est-ce que les témoins ont vu réellement tomber? D'où sortait la colonne de fumée qu'ils ont tous remarqué? Que s'est-il vraiment passé pendant ces crashs de rien et pourquoi se sont-ils déroulés dans cette zone? Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a 27 crashs de rien recensés dans le monde entier, dont 2 dans le triangle de la Burle, ce qui est quand même énorme aussi et ce qui intéresse beaucoup les ufologues et les amateurs de mystère. Et on les comprend. À en croire les témoins au sol, les crashs sont souvent accompagnés d'intenses traînées lumineuses ressemblant à des boules de feu ou alors à des sphères de lumière pâle. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vu ce genre de phénomène, comme par exemple, suite à des crashs assez importants d'avions, les avions étaient entourés de ces fameuses sphères. Donc il y a eu des témoignages de gens au sol qui ont vu des phénomènes, on va dire, lumineux autour de certains crashs. De nombreuses théories sont avancées pour tenter d'expliquer ces étranges phénomènes. Des plus rationnelles aux plus ésotériques, aucune d'entre elles ne parvient à dissiper le mystère. Nous sommes dans une zone de conflit de masses d'air qui viennent du sud et qui viennent du nord. Et quand ces masses d'air se rencontrent, ça crée des turbulences qui peuvent contrarier le pilotage. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de cette région peuvent être déroutés s'ils s'y aventurent par des conditions météorologiques non favorables. Les fameux épisodes cévenols qu'on rencontre dans la région, ces pluies diluviennes et ces orages soudains qui peuvent être une partie, qui peuvent expliquer certains crashs. L'explication est peu satisfaisante si l'on tient compte de l'expérience des pilotes et elle ne résout en rien les énigmes techniques. Il y a aussi les effets, par exemple, des mines d'uranium qui peuvent être des effets qui peuvent un peu brouiller les appareils. Et après, il y a les théories du magnétisme, le magnétisme des volcans,
qui peut être aussi une des théories, puisque ça peut brouiller éventuellement certains appareils, les appareils militaires qui volent bas, etc. La légende prendrait donc sa source au cœur des volcans éteints? Aucune certitude. Tout ce qui est théorie, on va dire, scientifique, ne peuvent pas, par exemple, expliquer des phénomènes comme ces fameuses sphères qui suivent les avions ou les crashs d'Orient. On se tourne alors vers des explications plus ésotériques. Il y a aussi les effets magnétiques, on va dire du côté un peu plus ésotérique, le magnétisme des mégalithes, puisqu'il faut savoir que c'est la deuxième région après la Bretagne où il y a le plus de mégalithes. La malédiction serait-elle liée à la sombre influence d'une ancienne civilisation? Certains ont évoqué des phénomènes telluriques, des phénomènes magnétiques. Bon, ça fait partie un peu d'une légende, d'un mythe qui existe. Maintenant, ça reste à vérifier. Si des forces obscures liées à des présences maléfiques ont été évoquées, une bien curieuse légende est avancée pour tenter de percer le mystère de cette malédiction. La table d'or, c'est une légende qui remonte à l'Antiquité. Des druides du Puy-en-Velay auraient pillé le temple de Delphes pour en rapporter la main d'or d'Apollon. Ils ont coulé cette fameuse main pour en faire ce qu'on a appelé la table d'or et qui leur servait un peu d'autel. Et quand cette table d'or était dans le centre du puits, des phénomènes étranges se sont passés dans la ville. Des objets se sont déplacés, les soldats avaient des maux de tête énormes, enfin très affreux. Bien mal acquise, cette table cristalliserait la colère des dieux. Il aurait donc fallu rapidement s'en débarrasser. Les gens du puits ont demandé aux druides d'aller enterrer cette table d'or au milieu des dents du diable. Les dents du diable étant les deux roches qui se trouvent au pied du mont Mézin. La table reste évidemment introuvable. Alors les druides auraient-ils emporté ce lourd secret avec eux? En tout cas, il se dit que des dieux anciens veilleraient encore, comme si le triangle était à la frontière d'un monde inconnu. Les crashs aériens se sont produits plutôt aux abords du triangle et pas à l'intérieur, ce qui pourrait peut-être dissimuler une force qui empêcherait les avions de s'écraser dans cette fameuse zone. Plus on cherche, plus le mystère s'épaissit et la malédiction du triangle de la Burle est toujours autant mystérieuse. Et tant que des avions survoleront la région, ce petit morceau de terre continuera de bien porter ce sinistre surnom, le triangle de la mort. Quand je viens dans la région, moi je me déplace qu'en voiture. Je n'ai jamais survolé le triangle de la Burle en avion et je pense que je ne le ferai sûrement jamais. Tenir le cap n'est jamais simple. Surtout quand la malédiction frappe à l'aveugle. À quelques kilomètres de Poitiers, la malédiction côtoie le diable et se répand sur toute une cité en apparence calme et sans histoire. Au XVIIe siècle, Loudun a été le théâtre d'événements incroyables. Il se raconte qu'on voit des diables voler dans les rues. Qu'on voit des filles s'élever sur les pinacles des églises. Enfin, la folie a gagné la ville, complètement. Possession diabolique et sorcellerie sont évoquées, mêlant des nonnes et le curé de la paroisse, Urbain Grandier. Mais pourquoi un prêtre se livrerait-il à de tels actes condamnés par l'Église? Tout était foireux de A à Z. Il y a tous les ingrédients d'un fait divers exceptionnel, avec le côté pornographique carrément des séances d'exorcisme, et puis avec cette fin terrible de ce malheureux curé qui s'est vu accusé d'avoir possédé les Ursulines. Les édifices médiévaux encore debout montrent bien qu'à la fin du XVIe siècle, Loudun était prospère. Et rien ne laissait présager que cette bourgade florissante et bien protégée allait sombrer dans le chaos et la démence. C'était une ville d'officiers, c'était une ville de militaires, c'était une citadelle extrêmement importante. Et toute la colline loudunaise avait été transformée en forteresse réputée imprenable au XIIIe siècle par Philippe Auguste. En tentant d'affaiblir la rébellion protestante, Louis XIII va sans le savoir installer un contexte propice à ce qui marquera à jamais le destin de la ville. Après le siège de La Rochelle, Louis XIII, qui avait ménagé Loudun, qui lui était très fidèle jusque-là, a décidé qu'il fallait détruire ces fortifications. Désormais, les Loudanais se sentent vulnérables. Le doute et la suspicion s'installent, créant ainsi toutes les conditions pour qu'interviennent
l'une des plus incroyables histoires de l'époque. En 1632, une épidémie de peste ravage la cité. Les pensionnaires, filles de bonne famille pour la plupart, quittent alors le couvent des Ursulines et avec elles, c'est la principale ressource financière qui disparaît. Les bonnes sœurs vont donc rester seules, recluses et affamées. Ça veut dire qu'elles commencent d'être dans un état de dénuement qui commence à être inquiétant. Ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert, parce qu'à l'époque, c'était pas un choix de se faire bonne sœur, je dirais même à 90% des cas. Rares sont ceux qui avaient effectivement eu le véritable appel et qui se sont dit « moi je me donne à 100% effectivement dans ma fonction spirituelle ». Des laissés pour compte, des filles-mères abandonnées, des êtres fragiles sont l'essentiel de ces sœurs qui vivent encore au couvent. Alors quand certaines d'entre elles se mettent à convulser ou à blasphémer, le confesseur du couvent est appelé en urgence pour comprendre cette étrange épidémie. À cette époque-là, les signes ont été décrits effectivement par certaines sensations, par certaines, comment dirais-je, paroles, voilà, par certains désirs, par certaines, comment dirais-je, façons de se comporter, jusqu'à devenir obscènes. Son diagnostic est alors sans appel. Les sœurs sont possédées par des diables. La possession en elle-même, c'est quelque chose de très rare. Cette soi-disant possession n'est pas possession. On est plus dans le ressort, comment dirais-je, de l'obsession, la fascination. L'inquiétude et le trouble gagnent la cité. Possession démoniaque ou non, l'accusé est désigné par la mère supérieure du couvent. Très très rapidement, le nom d'Urbain Grandier est prononcé comme étant l'envoyé du diable. Et cette idée va faire que croître dans les esprits. Pourtant, Urbain Grandier, curé de la principale paroisse de Loudun, l'église Saint-Pierre du Marché, s'est rapidement imposé auprès des notables de la ville. Il est arrivé très jeune, c'était un curé brillant, avec de bonnes connaissances théologiques, un grand talent d'orateur. Et très vite, les paroissiens ont afflué dans son église et il a connu de très grands succès. C'est aussi une église qui a été marquée par un certain nombre de scandales. Bel homme, Urbain Grandier est un curé à la réputation sulfureuse. Séducteur insatiable, on lui prête bon nombre d'aventures galantes. C'était la conduite de beaucoup de curés et beaucoup de prêtres au siècle précédent, mais la contre-réforme est passée par là, elle exige une morale de la part de son clergé, et lui est tout à fait à l'opposé de cela. Il mène une vie qui ne peut plus être acceptée dans les années 1620, alors qu'elle l'aurait été 50 ans plus tôt sans doute. Les rumeurs vont bon train, mais l'homme manie la provocation avec délice. À contre-courant avec sa hiérarchie, il rédige même un traité contre le célibat des prêtres. Il traîne avec lui une réputation absolument scandaleuse. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Donc beaucoup de gens veulent son départ. Mais il fait aussi beaucoup fantasmer. Jalousé des maris, détesté par ses pairs. Cette histoire de possession arrive à point nommé pour ses détracteurs. Il semble effectivement que l'histoire d'Urbain Grandier et celle des religieuses soient deux histoires différentes qui se rencontrent. Et la possession va servir opportunément à se débarrasser d'un curé encombrant. Eh bien, à l'époque, pour se débarrasser de quelqu'un, il faut l'accuser de sorcellerie. C'est la façon la plus simple, la plus courte d'arriver à ses fins. Pourtant, le curé n'a jamais rencontré officiellement les sœurs. Sa réputation aurait-elle suffi à déclencher les phénomènes de possession ? Je pense que M. Urbain Grandier, étant bel homme, sachant parler aux femmes, devait disposer d'une très grande énergie sexuelle qui, à un moment donné, a dû influencer, d'un point de vue énergétique, ces sœurs-là qui étaient effectivement en peine. Si Urbain Grandier plaît aux femmes, il reste que son pouvoir de séduction ne peut être responsable de la malédiction qui s'abat sur le couvent. Il faut donc chercher ailleurs. L'explication des prêtres de l'époque est simple. Elles sont possédées par des diables, pas seulement par le diable, mais par toute une série de diables. Et c'est eux qui sont responsables de tous leurs écarts de conduite. Cette possession
pourrait-elle être l'effet d'une volonté malfaisante? Les supérieurs hiérarchiques de M. Urbain-Grandier, à un moment donné, ont dû avoir une affaire avec un sorcier du coin qui est venu simplement décupler en appelant dans leur acte de sorcellerie des entités. Et après, vous faites ce que vous voulez de ces personnes-là. Les voir effectivement se déchaîner, parler en latin, crier ou je ne sais quoi encore, même sur la place publique. Joyau de l'architecture romane, la collégiale Sainte-Croix a été édifiée au XIe siècle. Et c'est là, au cœur de la ville, que les prêtres exorcistes vont tenter de sauver les nonnes envoûtées. Aujourd'hui, l'ambiance du lieu reste particulière, comme si dans la nef et les murs du bâtiment résonnait encore l'étourdissant spectacle de l'époque. On connaît bien l'atmosphère de ces séances parce qu'elles ont été racontées par des contemporains. Et c'est vraiment le grand spectacle. Alors c'est le grand spectacle derrière moi, dans le chœur, où ont lieu les exorcismes et où les religieuses sont confrontées à leurs exorcistes. Les religieuses donc nous ont été décrites comme prenant des positions obscènes, comme proférant des paroles grossières. Elles injurient leurs exorcistes qui les maltraitent. Elles injurient les spectateurs. Et évidemment, ça attire une foule considérable. Donc il faut imaginer cette nef absolument remplie, avec des sceptiques qui interpellent les diables, qui interpellent les exorcistes. Il ne faut pas imaginer quelque chose de solennel, quelque chose de triste, de calme. C'est un mouvement perpétuel. La ville se divise. On parle d'hystérie collective ou de possession, là où d'autres dénoncent la mascarade. En réalité, il s'agit surtout d'un procès à charge contre Urbain-Grandier. On a l'exemple de deux jeunes religieuses, elles réussissent à se sauver et elles disent « mais c'est pas vrai, on nous a obligés à dire ça ». On remet la main dessus et on leur explique que leur conduite est guidée par le diable. Les autorités pressent les exorcistes. Il faudra à tout prix une preuve matérielle qui accuse le curé rebelle. Il y a quand même des grands moments. Il y a les moments où apparaissent les pactes. Notamment celui qui est signé entre Urbain-Grandier et le diable, où Urbain-Grandier promet de servir le diable. En 1634, la sentence tombe. L'homme d'église est condamné au bûcher. Jusqu'au bout, il refuse d'avouer qu'il est un sorcier. Jusqu'au bout, il proclame qu'il est innocent et qu'il remet son âme à Dieu et qu'il espère que Dieu va le recevoir en paradis. La mort de Grandier ne libère pas les sœurs de leur folie et les exorcismes se poursuivront jusqu'en 1637. Aujourd'hui, le couvent des Ursulines n'existe plus. Et pourtant, la rumeur court toujours. À travers les siècles, elle captive et terrorise encore, comme pour nous rappeler cette diabolique possession. Et la malédiction ne choisit pas son époque pour frapper. Au XIIe siècle, le mauvais sort s'acharne sur tout un village et le transforme en désert de pierre. Plus près de nous, au XIXe siècle, une histoire d'amour vire au cauchemar et c'est un temple de l'art lyrique qui vacille dans la superstition et des tragédies à répétition. Alors poursuivons notre voyage au cœur de la France maudite. Direction les bords de la Vienne, une bâtisse néo-gothique a bien des atouts pour ses visiteurs. Mais Fougeray suscite toutes sortes de curiosités. En effet, voix et entités seraient retenues depuis bien longtemps dans le château. Fantôme ou pas, l'ambiance très particulière de ce lieu se ressent dès l'entrée du parc. J'ai été complètement subjuguée par Fougeray. Je pense, et je l'ai toujours pensé par rapport à l'historique, que Fougeray choisit ses successeurs. Enfin, je veux dire, ses propriétaires, ses possédants. En historienne confirmée, Véronique est loin d'imaginer la force des liens qu'elle va tisser avec ce château laissé à l'abandon par les précédents propriétaires. Je me retrouve dans le parc qui ressemblait à un mikado d'arbres, j'arrivais même pas à enjamber, etc. Je voyais bien qu'au bout, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'on voyait en fait les pointus, mais j'avais vraiment du mal à aborder, à accoster. Cependant, la magie du lieu opère
et Véronique se sent tout de suite attirée par l'histoire singulière de ce château. Quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais finalement, c'est génial. C'est quelque chose qui avait vécu, qui était ancien. Je sentais bien cet aspect médiéval, mais en même temps, quelque chose qui avait été considérablement remanié, redécoré. Véronique et son mari François ne peuvent rester indifférents à cette bâtisse. Et pourtant, ils ne savent pas encore à quel point leur propre histoire et celle de ce lieu peuvent s'entremêler. Je suis ressortie du château, j'étais avec François, et je lui dis mais c'est dingue. Et François elle me dit je sais pas, mais là il va y avoir une histoire. Et cette histoire commence très vite après leur installation. Le couple entend tout d'abord des bruits de pas, des meubles qu'on déplace, mais il reste sceptique. Et puis il y a ce fameux soir où Véronique, en descendant les escaliers, voit glisser un nuage de fumée. Pour elle, pas de doute, c'est une silhouette masculine qui se faufile entre les deux salons du rez-de-chaussée. La première démarche, c'est d'essayer de comprendre et de savoir si c'était objectivement démontrable aux autres. Parce que des trucs que nous, on ressent, c'est compliqué de dire « ouais, moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça, etc. » Véronique fait donc appel à des spécialistes pour partager ses sensations et ses découvertes. Armés de leurs outils de mesure, ces enquêteurs de l'étrange vont relever des phénomènes qui traduisent sans doute la présence d'entités. On a entendu beaucoup de murmures, on a entendu beaucoup de bruits de pas. On a vécu pas mal de choses en fait dans ce château. On a eu un PVE notamment d'une petite fille qui est décédée il y a très longtemps de ça dans ce château et qui a une pièce en fait qui est dédiée, qui était sa chambre. Qui est cette petite fille ? Est-il possible d'entrer en contact avec elle ? Je lui ai demandé « Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es avec nous ?» Elle nous a répondu « Viens ». Quant à son nom, elle ne le donnera pas. Le mystère reste entier. J'avoue qu'on a eu quand même une petite frayeur à ce moment-là. À Fougeray, les PVE, les phénomènes vocaux électroniques ne manquent pas. Le château serait-il habité ? C'est qui ? Présence d'entité ou pas, chacun se fera sa propre idée. Ça nous prouve, si vous voulez, que ces voix, on les a vraiment, parce qu'on les enregistre, qu'on a vraiment des choses pas normales qui se passent, entre guillemets. Malgré tout, Véronique veut garder la tête froide. Les entités ne l'effraient pas et son intérêt pour le passé du château ne cesse de grandir. Ce qui me fascine, c'est le vécu qu'il a pu avoir. C'est plutôt l'historienne là qui vibre, parce que je trouve que des lieux comme ça, qui ont vraiment du vécu, qui sont habités depuis mais vraiment plusieurs siècles, il y a forcément des empreintes, quelque chose qui reste. Et cette mémoire des murs, elle m'a toujours fascinée par contre. Mais moi, jamais j'ai utilisé le mot paranormal avant. Pour autant, le château est réputé hanté. Et c'est sûrement ce qui le rend aussi particulier. Pour les spécialistes et les accros de l'étrange, Fougeray serait bien un lieu peuplé de multiples entités. Moi, je les appelle les gens de Fougeray. De tous ces gens qui ont vécu là avant, qui font un espèce d'égrégore d'énergie quelque part, comme si tous ces gens qui étaient encore là ont encore quelque part des états d'âme, sans mauvais jeu de mots. Les fantômes ont donc envahi Fougeray. Mais pourquoi sont-ils là ? D'où viennent-ils ? Et pourquoi sont-ils aussi nombreux ? Je pense que dans les lieux, s'il reste une énergie, s'il reste une mémoire des lieux forte, il y a un départ. Ça n'arrive pas comme ça. Grâce aux archives, Véronique est remontée à ce qu'elle pense être l'origine de la malédiction. Nous sommes au début du XVe siècle et un des propriétaires de l'époque ne fait pas l'unanimité. Je suis tombée sur un personnage, Floridas, qui est quand même un personnage très étonnant, qui a été totalement évincé, mis sous tutelle par son frère, etc. Pire encore, Floridas aurait été tué dans l'escalier de la crypte par son propre frère. Et après, j'ai le fils de Floridas, qui s'appelle comme nous, étonnamment, Geoffroy, qui a été déshérité. Moi, ça m'a toujours vraiment touché, cet homme, que je sentais encore en colère, triste d'avoir été déshérité, renié, qui a vécu vraiment dans la lutte pour récupérer ce bien de famille et ce qu'on lui devait finalement. Depuis, le fantôme de Floridas entrait les lieux comme pour retrouver le château qu'on lui a volé. Son histoire ressemble à la nôtre, enfin à celle de mon mari.
Et de voir mon mari en fait dans la même détresse, avec le même nom, je me suis dit mais s'il y a quelque chose à comprendre, c'est à partir de cette famille, c'est pas possible autrement. L'histoire ne serait-elle que répétition ? D'autres faits marquants, guerres de succession, procès, ruines familiales, voire morts violentes, sont autant de drames qui vont entraîner l'installation de nouvelles âmes dans les différentes pièces du château. On a des phénomènes, je dirais, attitrés à des pièces, puisqu'en fait, c'est complètement lié à des événements qui se répètent. C'est pas juste des phénomènes, je pense qu'il y a autre chose derrière. Et les exemples ne manquent pas. Dans la chambre du chevalier, une présence se semble veiller à la destinée du château. Moi j'aime beaucoup cette chambre, parce qu'on a eu des contacts avec une entité qui se disait être un soldat, qui nous parlait beaucoup de religion, mais qu'il était très triste parce qu'il ne reconnaissait plus son château tel qu'il était aujourd'hui. Et ici on a régulièrement des bruits de pas, comme quelqu'un qui fait le guet en fait. Dans l'ancien chemin de ronde, on entend des bruits de pas comme ça. Dans la chambre de la grand-mère, l'ambiance est totalement différente. On a quelqu'un qui faisait partie de la domesticité déjà à Fougeray, qui veillait sur les enfants quand il y avait beaucoup d'enfants pendant les vacances, etc. Et elle veille encore finalement sur les gens qui viennent y dormir. Donc on a des caresses dans les cheveux, la sensation aussi de quelqu'un qui s'assoit au pied du lit, ou des petits bruits de pas, ou qui range le bureau. On a des bruits de vie comme ça, mais c'est vraiment bienveillant, ça c'est clair. En 1920, la malédiction frappe encore. Elle s'acharne cette fois sur Alice Robin, une jeune femme qui aime s'amuser et vit pleinement les années folles. Elle n'a que 23 ans lorsqu'elle décède d'une complication rénale quelques mois seulement après son mariage. La pièce en fait qui nous a touché le plus, nous c'est vraiment la chambre d'Alice. Ma fille aînée, en travaillant une journée avec moi dans cette chambre, en résidant très très peu de temps dans cette chambre, a attrapé la même maladie qui a emporté Alice, donc en 1924. Ma fille avait le même âge à l'époque. Moi, ça m'a complètement choquée, puisque quand j'ai vu ça, j'ai dit à François que là, je voulais plus entendre parler de Fougeray. Les gens de Fougeray ne seraient-ils donc pas tous bienveillants ? On peut effectivement se poser la question, à côté de ça, est-ce que finalement, il n'y aurait pas une entité qui, elle, ne serait pas d'accord avec notre présence dans le château. C'est peut-être plus un avertissement, peut-être, pour nous dire bon, vous êtes dans ma chambre, vous êtes dans mon lieu, j'ai pas envie que vous soyez là, quoi, tout simplement. Et s'il restait encore un doute sur la malédiction qui plane sur Fougeray, Véronique relève dans les archives une macabre répétition à travers les époques. Un constat sans appel. Quasiment tous les propriétaires, toutes les générations ont vécu un décès de quelqu'un de jeune. Enfant, femme, mari, très proche, quelqu'un vraiment très proche. Ce qui fait que bon, l'ambiance devient délétère et toute la famille se délite et qu'il n'y a plus rien. Victimes eux aussi de ces événements tragiques, Véronique et son mari veulent croire malgré tout que la malédiction de Fougeray peut se dissiper. Si ça se trouve, j'espère, nous on va terminer ce cycle, quelque part on va casser ce côté répétitif comme ça, historique, parce qu'on a peut-être compris, et en comprenant, on leur rend un petit hommage quelque part. En attendant, les fantômes de Fougeray sont bien là et continuent de hanter les lieux. À la fois magique et terrifiant dans son écrin de verdure, Fougeray garde les secrets de cette malédiction qui a frappé de nombreuses familles et s'est perpétuée du XVe siècle à nos jours. La malédiction peut prendre des formes très diverses. Dans l'arrière-pays niçois, la vengeance est à l'origine d'une mystérieuse légende. Rocas-par-Vieira est devenu village fantôme dans de bien étranges circonstances. C'est un décor qui est toujours un décor de plainte. On peut se demander ce qui a pu se produire pour en arriver là. Tremblements de terre, épidémies et bien d'autres phénomènes dramatiques s'abattent sur le village. Cette accumulation que j'ai trouvée à propos de Rocas-par-Vieira, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. C'est effectivement cette accumulation qui rend si étrange l'histoire de ce village suspendu
comme si le sort s'était acharné au cours des siècles. Pour s'y rendre, il faut emprunter la vallée du Var à partir de Nice, puis rejoindre les eaux vives de la Vésubie. Avant même d'entamer l'ultime ascension qui mène à Roccasparviera, la paroi abrupte du Sceau des Français impose sa funeste histoire. C'était un sceau où les barbets, les chouans donc, du pays niçois, faisaient sauter leurs prisonniers dans la Vésubie 200 mètres plus bas. Il y a un à-pic. Et c'était le moyen de s'en débarrasser. Ils auraient fait bien pire encore. La légende dit qu'en guise de dernier repas, ils forçaient les prisonniers à manger le cœur de leurs officiers. Pourquoi leur faire manger le cœur? Il y avait une forme d'anthropophagie que l'on retrouve à quelques degrés dans la même histoire, celle de la légende de la reine Jeanne. Dans ces histoires tragiques, on arrive toujours à un contexte d'anthropophagie qui est quand même troublant, parce que ça, j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Troublant, en effet. Les Barbets auraient-ils voulu rendre un sinistre hommage à cette légende populaire? Ou bien leur folie sanguinaire aurait-elle été inspirée par une sournoise malédiction tapie dans les brumes du hameau fantôme? Le matin, vous avez une brume caractéristique, et cette brume, déjà, prédispose à l'imaginaire. On est dans un village que l'on aurait l'impression, on pourrait appeler village fantôme. Quand on arrive de manière presque naturelle, plus personne ne parle. Lorsque j'amène des gens promener, je m'aperçois qu'ils ont une réaction de recueillement. Ces ruines se dressent et résistent au temps comme si elles étaient encore habitées. Mais par qui? Par quoi? Ces ruines ont quelque chose de vivant. Lorsqu'on allait visiter les ruines, on avait une impression qu'il y avait une présence dans ces ruines. Quelle présence? Et pourquoi? Avant la malédiction, Roccasparviera profite de sa position dominante sur le col Saint-Michel. Là, on est à la partie basse du village. Depuis les fenêtres, on peut s'apercevoir qu'il y a de grands précipices, de grands vides. Quand j'arrive dans le village, je me demande toujours ce qu'il a pu y avoir comme vie avec tous ces gens. Je me dis qu'effectivement, ils devaient être en train de travailler la terre, bien entendu. On n'a pas de certitude sur l'emplacement du château en particulier, mais on peut l'imaginer effectivement en haut du village, tout à fait au plus haut. Le dédale des ruines laisse entrevoir ce qu'était la vie au XIVe siècle. Roccasparviera est alors un village florissant. C'était un village qui possédait un notaire, un seigneur bien sûr, un curé, et qui avait, disons, tous les liens sociaux possibles. Il y avait le four communal, il y avait le moulin. Et dans la vallée, on connaissait Roccasparviera. À Nice, on connaissait Roccasparviera. Donc Roccasparviera, un village prospère qui d'un seul coup disparaît totalement. Le funeste destin du village est indissociable du drame que va vivre une souveraine alors à la tête de la Provence. Rien ne prédestinait la reine Jeanne de Naples aux terribles événements qui vont suivre son arrivée à Roccasparviera. La reine Jeanne, c'est une reine qui est faite de douleur et de passion. Elle était réputée, disons, d'une volonté farouche. Elle était réputée aussi pour sa bonté, parce qu'en Provence, on l'aimait bien. Et là, elle est associée à quelque chose de terrible. Le destin de la reine Jeanne va alors basculer et se confondre tout d'un coup avec celui de ce village perché que l'on surnomme la Roche de l'Épervier. La reine Jeanne arrive dans le village et investit le château car elle est poursuivie. Elle est poursuivie par sa belle famille qui la soupçonne d'avoir assassiné son mari. Elle arrive avec ses 2 enfants. Elle arrive également avec le prêtre qui la suit et puis des gardes. Et elle s'installe dans le village. Mais en cette veille de Noël, le curé ne peut faire son office à la chapelle du château. La reine ira donc à la messe de minuit à Coharaz, un village en contrebas de la montagne. En chemin, des cris de corbeaux semblent délivrer un prophétique message. Elle a entendu une phrase prémonitoire, une phrase terrible et prémonitoire. « Pour la regina revendra de la messa, trouvera taula messa ». C'est-à-dire, quand elle reviendra de l'église, elle trouvera la table mise. La table est mise, oui, mais de bien cruelle manière.
arrivée là-haut, elle a trouvé donc ses enfants servis au menu du souper de Noël. Le précepteur avait été, disons, saoulé, il était ivre-mort. La nourrice avait été assassinée aussi. Ivre de rage, la reine quitte le château avec une seule idée en tête, détruire tout ce qui peut lui rappeler ce Noël cauchemardesque. Elle jette alors un sort qui s'abattra sur le village des siècles durant. Lorsqu'elle quitte, disons, son château, après le drame qu'elle a vécu, le lendemain matin, elle dit « Roche rouge de sang, roche maligne, sur ton site, sur ta cime, un jour viendra où ne chantera plus ni la poule ni le coq. » Dès cet instant, l'histoire du village sera marquée par de nombreux épisodes, aussi tragiques que dévastateurs. Peu de temps après que la reine Jeanne soit passée, un vol de sauterelles venues d'Afrique a anéanti la totalité des cultures. 2 siècles plus tard, alors que la malédiction semble s'être éloignée, la peste anéantit la moitié de la population en frappant à 4 reprises en moins de 50 ans. Et ce n'est pas tout. C'est la terre qui tremble, des séismes à répétition. C'est 5, je dis bien 5 tremblements de terre qui ont été terribles, au point que les gens découragés ont commencé à quitter le village. Les tremblements de terre successifs ont tari les sources, au point que le village est finalement déserté. La malédiction de la reine Jeanne en est-elle pour autant la seule cause? La légende a l'avantage d'expliquer une sorte d'envoûtement qui fait de ce secteur, de ce village, un endroit où la vie n'existe plus. Si la vie a disparu à Rocas-Parviera, le mystère reste entier. La malédiction a pris place dans ce village et semble s'accrocher aux vestiges des constructions d'antan. Ce qui peut poser question, c'est pourquoi ces ruines sont encore présentes, disons, après 4 siècles. Il y a eu 4 siècles de présence et 4 siècles où tout a été abandonné, où tout a disparu. Mais alors, pour quelles raisons tant de murs sont restés debout? La première à laquelle personnellement je veux croire, c'est la qualité architecturale et la qualité de la construction. Mais rien n'empêche en tout cas d'imaginer que la reine Jeanne est toujours là, avec une main mise sur les ruines, de manière à les garder, de manière à garder la malédiction, à nous faire réfléchir. La reine Jeanne et sa malédiction suscitent toujours la curiosité et attirent les randonneurs sur les sentiers de l'arrière-pays niçois. Dans l'esprit de tous, Rocas-Parviera n'est pas mort. Le rocher de l'Épervier existe encore, et pour longtemps. La malédiction peut se rencontrer aussi au cœur de la cité, voire dans la capitale. Elle pourrait même se dissimuler sous les ors flamboyants d'une façade connue du monde entier. L'Opéra Garnier possède lui aussi sa part d'ombre et de lumière. Lorsque vous pénétrez dans le Palais Garnier, vous êtes complètement imprégné, pénétré par cette atmosphère du 19e siècle. Dans ce temple de l'art où tout n'est que paillettes et faux-semblants, la superstition prend le pas sur le rationnel, l'imagination sur la réalité. La frontière entre le réel et l'irréel est vraiment très ténue ici. Cette sensation-là, je pense qu'on ne peut la voir qu'ici. Et ici, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de palpable. De là à savoir qu'il y a un fantôme derrière, il n'y a pas des kilomètres. Nous y voilà. Les lieux seraient hantés, et ce depuis le début même des travaux. Dans tous les cas, le fantôme est bien présent à l'esprit de tous ceux qui pénètrent dans le palais ou arpentent les coulisses. Il y a toujours cette petite arrière-pensée quand vous arrivez le soir de la représentation, que vous errez dans les couloirs, qu'on est juste avant la représentation. Mais la légende du fantôme de l'opéra ne se résume pas à une émotion éphémère. Elle donne au contraire tout son sens à une succession de faits divers étranges et souvent méconnus. On peut dire que le spectre de la malédiction plane sur cette institution. Tout commence en 1861 avec le démarrage des travaux. Pendant 15 ans, l'architecte Charles Garnier rencontre d'extrêmes difficultés pour finaliser le projet et satisfaire la demande de Napoléon III. Sait-il qu'il est en train de construire
la 13e salle de spectacle de la capitale, un chiffre fatidique qui va largement influencer l'histoire de ce lieu. Le numéro 13 est vraiment un numéro maudit à l'Opéra de Paris. Que ce soit pour la loge numéro 13 qui n'existe pas, que ce soit pour le fauteuil numéro 13 au 4e loge qui a reçu le contrepoids du lustre, cette fameuse soirée de spectacle. Évidemment, le fauteuil était occupé et le spectateur meurt sur le coup. Mais le danger est présent aussi hors de la salle. La 13e marche du grand escalier sur lequel est tombé un petit rat depuis la verrière. Là encore, l'accident est fatal pour cette jeune danseuse. Le chiffre 13 est banni de l'enceinte du palais. Et pour autant, d'autres morts suspectes vont endeuiller l'histoire de l'opéra. Un machiniste trouve la mort dans de bien curieuses circonstances. La corde, qui a laissé des traces sur son cou, ne sera jamais retrouvée. Étranglé ou pendu, meurtre ou suicide, le mystère ne sera jamais résolu. Depuis, personne ne prononce plus le mot corde sur le plateau. Alors, à l'opéra, on est superstitieux et on ne s'en cache pas. Les gens ici font particulièrement attention à beaucoup de choses. Vous descendez le grand escalier, vous touchez les pieds des cariatides côté jardin. Vous passez sur le plateau, vous regardez si vous n'êtes pas habillé en vert. Vous êtes tout le temps dans cette atmosphère et dans cette espèce de brouillard palpable de superstition, on va dire. Mais ce qui explique la malédiction va bien au-delà de la superstition. En effet, peu de temps avant l'inauguration, c'est un drame bien réel qui sera sans nul doute à l'origine de la légende du fantôme de l'opéra. Le conservatoire de la rue Lepelletier, qui est l'ancêtre du Palais Garnier, brûle en 1873, le 28 octobre pour être précis. Dans cet incendie, meurt une jeune ballerine dont était éperdument amoureux un jeune pianiste, Ernest, qui lui sera complètement défiguré. Fuyant les regards, il se sent rejeté et se réfugie dans les sous-sols de l'édifice encore en construction. On ignore combien de temps il est resté caché et même s'il a survécu à ses brûlures. Depuis, il continuerait de hanter les lieux sous les traits du fameux fantôme, pleurant sa bien-aimée et lui composant une ode sans fin. Nombreux sont ceux qui pensent l'avoir aperçu ou même l'avoir entendu jouer de l'orgue dans les sous-sols du palais. Si son existence peut faire sourire, l'emprise du fantôme sur l'opéra est bien réelle. Ce fantôme fait partie complètement de l'histoire de l'opéra. Il est complètement attaché au bâtiment et à la loge numéro 5. Le fantôme aurait donc pris ses habitudes dans cette loge. Et aujourd'hui, elle suscite les attentions de tous et fait fantasmer les visiteurs. Beaucoup de personnes veulent la loge numéro 5 aux premières loges jardin. Voilà. C'est la loge du fantôme, c'est aussi un voyage en soi, une destination en soi. Non seulement vous venez à un spectacle à l'Opéra de Paris, mais en plus vous venez au Palais Garnier et en plus vous allez dans la loge numéro 5. La loge ne désemplit pas. Peut-être le secret espoir de rencontrer le fantôme. Vous avez beaucoup plus de frissons quand vous êtes dans cette loge-là, à mon sens, parce que vous êtes complètement au-dessus du chef d'orchestre, au-dessus de l'orchestre. Vous êtes très très proche de la scène, vous êtes juste à côté de la loge de l'empereur. Et c'est une loge qui, même si elle est un petit peu excentrée côté jardin, vous permet d'avoir une vision totale sur l'ensemble de la salle, de la scène, du plafond, du lustre et des décors. Il n'y a pas que la loge numéro 5 qui fait fantasmer. Le lac, conçu par Charles Garnier, est un lieu qui a alimenté les rumeurs les plus folles. Invisible du grand public, il participe à l'envoûtement que suscite l'opéra. Quand Garnier construit l'opéra, il tombe sur une nappe phréatique et donc il pompe, espérant assécher la nappe. Sauf qu'il n'asséchera jamais cette nappe, puisque ce sont des résurgences de la Seine. Et il a pour idée géniale de creuser un cuvelage sous la cage de Seine, permettant d'équilibrer les trois bâtiments que sont l'administration, la cage de Seine et la salle de spectacle, de façon à avoir des poids à peu près équivalents pour qu'il n'y ait pas de tassement différentiel entre les trois bâtiments.
Un dispositif technique ingénieux qui leste le bâtiment et permet de le stabiliser. Le cœur du palais en quelque sorte. Et c'est justement ici que le fantôme aurait trouvé refuge. On est 6 niveaux sous la scène de spectacle, et donc c'est le fameux lac sous l'opéra. C'est pas du tout une légende, c'est une réalité. C'est un immense cuvelage qui reprend toute la superficie du plateau. Ce lac est au cœur de la légende. Il a largement inspiré le roman à succès de Gaston Leroux, tout comme Le pianiste amoureux, Le chiffre 13 et les nombreux incidents qui ont rythmé la vie de l'opéra. Et donc cette fameuse malédiction, si elle prenait naissance quelque part, à mon sens, ce serait bien là. En 1907, des ouvriers creusent les sous-sols du palais et déterrent un cadavre. Est-ce celui du jeune pianiste? Nul ne le sait. Mais c'est à coup sûr l'âme tourmentée de ce malheureux qui hante à jamais les salles de l'opéra. Vous y penserez peut-être en posant le pied sur la 13e marche du grand escalier. Meurtres, entités, disparitions inexpliquées et phénomènes paranormaux ont marqué l'histoire de ces lieux magnifiques et envoûtants. Ils ont souvent infléchi le cours de l'histoire. Alors, souvenez-vous quand vous traverserez ces porches ou pousserez une de ces portes, que derrière les apparences se cache peut-être un esprit noir et qu'au fil des siècles, ses intentions maléfiques n'ont pas changé.